Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour. Dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Simard. Bonjour Ophélie. Bonjour. Ophélie est une jeune femme curieuse et toujours en recherche. Ce que j'aime entre autres chez Ophélie, c'est qu'elle a la capacité à se poser les bonnes questions, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Elle a exercé l'ostéopathie classique pendant 11 ans, mais en travaillant sur les corps, elle s'est aperçue qu'il se passait bien d'autres choses sur d'autres plans. Alors, la question du lien entre le corps et l'esprit s'est naturellement posée pour Ophélie. C'est à travers ses explorations de la maïeusthésie qu'Ophélie a trouvé un certain nombre de ses réponses. J'ai donc le plaisir d'accueillir Ophélie Simard, qui est venue nous donner des clés pour apprendre à traverser la vie en accueillant toutes ses couleurs. Alors Ophélie, tout d'abord, bienvenue dans ce podcast de la magie de l'âme. C'est le premier interview. Donc pour moi, c'est un honneur de t'avoir. Donc Ophélie, c'est une amie proche et je pense une excellente professionnelle. Donc je suis vraiment ravie de l'honneur qu'elle nous fait de faire ce premier interview. Et la première question que j'ai envie de te poser finalement, Ophélie, c'est qu'est-ce qui a fait que d'ostéopathe, tu sois passée à psychopraticienne en maïeusthésie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Oui, alors en fait, ça a été un long cheminement. J'ai pratiqué l'ostéopathie qui était très tissulaire, donc c'était déjà à la base une ostéopathie très douce. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années où j'ai pratiqué, je voyais bien que parfois le corps avait des troubles et que ça revenait, et puis on avait beau libérer la mécanique, ça revenait. Donc il y a eu la notion de chronicité là qui m'a beaucoup questionnée. Et en fait, ça m'a amené à me dire que peut-être il y avait d'autres origines, que peut-être il y avait d'autres choses. Donc j'ai commencé à investiguer, à creuser. En fait, c'était les patients que j'arrivais pas à soulager finalement qui m'ont le plus qui m'ont le plus guidée vers ça. Et du coup, donc j'ai cherché du côté de l'énergétique. J'ai fait des formations en bioénergie avant. Et un jour, j'ai rencontré la maïeusthésie, et c'est vrai que là, c'est un peu comme si le cheminement que j'avais fait depuis le début jusque-là, il y a eu comme un puzzle en fait qui s'est qui s'est dessiné pour moi. Toutes les zones d'investigation, les recherches se sont mises comme dans un tableau qui du coup prenait forme, et tout d'un coup, je pouvais réaliser que effectivement, il y avait le corps physique, donc c'est ce que je travaillais au début, mais ensuite, petit à petit, il y a eu le corps énergétique avec les ressentis au niveau des énergies, des mouvements du corps. Après, il y a eu le corps émotionnel avec le fait que parfois en mettant les mains sur la personne, je pouvais ressentir un peu aussi, je percevais en fait la teinte émotionnelle du coup que la personne vivait, ou en tout cas que le corps voulait montrer. Et puis après il y a eu le champ mental, mais bon, ça arrivait avec un cycle MBSR, donc voilà, j'ai eu un cheminement personnel aussi qui m'a permis de mieux comprendre aussi la psyché. Et donc c'est à ce moment-là qu'est arrivée la maïeusthésie. Donc la maïeusthésie, du coup en fait qu'est-ce que c'est une approche, c'est une psychothérapie brève qui a été créée par Thierry Tournebise. En fin de compte, ce qui est intéressant dans la maïeusthésie, c'est que c'est pas vraiment une technique, c'est plus une posture thérapeutique. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut allier avec d'autres pratiques. Même on peut être orthophoniste et pratiquer la maïeusthésie. On peut faire plein de choses, être dans la relation d'aide et pratiquer ça. Et du coup, ça permet en fait, c'est par la posture. Donc la posture, ça consiste en quoi? En une réjouissance. Déjà, on a une réjouissance à rencontrer ce qu'on va rencontrer. Et en fait, on va partir du symptôme. Donc la personne va venir nous voir pour un symptôme, que ce soit physique ou émotionnel, ou des blocages récurrents dans sa vie, ou des schémas répétés, enfin voilà. Et donc elle vient nous voir avec un symptôme, et donc nous on part de ça. Donc ça, c'est le point de départ, et en fait on va faire un petit trajet, enfin comme un petit chemin de fil en fil pour arriver à la part de la personne qui a besoin d'être entendue en fait en elle. Donc moi, j'aime bien prendre une image pour expliquer un peu ce que c'est. C'est comme si la personne vient nous voir avec un symptôme,
Et on va dire qu'on part du principe que la psyché contient tous les êtres qu'on a été de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc les êtres qu'on a été qui ont bien vécu les situations et puis les êtres qu'on a été qui ont mal vécu les situations. Et en Mmh. général, quand on vit mal les situations, on a un mécanisme de survie de notre psyché qui fait que quand on vit mal quelque chose ou qu'on n'a pas l'espace pour être entendu ou accueilli, et ben il y a un petit bout de nous qui part dans notre inconscient et qui va se mettre, on va dire, dans les oubliettes de notre inconscient. Mais c'est très bien, c'est pour faire face à la situation, donc c'est très bien que ça se passe comme ça. Sauf que ce qui se passe, le souci, c'est que parfois, bah, cette part qui est aux oubliettes, en fait, elle est en souffrance et elle a besoin d'être accueillie, entendue. Donc, elle utilise, on va dire, le symptôme. C'est un peu comme si le symptôme, c'est le coup de fil à la conscience qui dit, eh oh là, est-ce qu'on peut venir me chercher? Moi, j'aimerais bien remonter à la lumière et me sentir plus apaisée. Donc en fait, l'objectif en séance, ça va être vraiment ça, de partir du symptôme et de descendre à la rencontre de ce qui appelle par le biais de ce symptôme. Et donc une fois qu'on arrive à cet endroit-là, et ben en fait moi le rôle du thérapeute, ça va être d'accompagner avec bienveillance, dans le non-jugement, par un guidage non directif. C'est-à-dire que moi je sais pas à l'avance ce qu'on va entendre et je sais pas à l'avance ce qui va se manifester. Donc c'est vraiment c'est un peu comme si on est bras dessus bras dessous avec le patient. Donc moi j'ai besoin du patient pour cheminer et lui en fait il va s'appuyer sur ma réjouissance à rencontrer ce qui a besoin d'être rencontré pour aller visiter ces espaces qui sont pas toujours très agréables parce qu'en général les parts de nous qui sont dans cet espace-là elles peuvent porter des charges émotionnelles comme de la tristesse, de la colère, des choses assez désagréables à traverser. Et donc, une fois qu'on rencontre ça, on va accueillir ça, on va permettre un lien en fait entre cette part de la personne et l'être, enfin et la personne qu'elle est elle-même. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu comme une communication en interne, si vous voulez, qu'on va établir. Ce qui fait que la personne, elle peut prendre la mesure de ce qui a été éprouvé par la part d'elle-même à ce moment-là, au moment des faits traumatisants. Et en fait, ce qu'on observe, enfin ça, ce que j'observe sur toutes mes séances Mailleux, c'est vraiment un apaisement. Donc en fait, quand c'est entendu, ça, il y a quelque chose qui se détend, un apaisement qui est ressenti par la personne. Et ça peut se sentir aussi au niveau du corps physique. Oui, parce que moi, mes pratiques, du coup, je les fais pas en mode classique au niveau maïeusthésie, puisque je lis le corps Ouais, avec cette approche. c'est un C'est un peu ce petit que peu j'allais ma... te demander. C'est-à-dire que tu poses les mains, excuse-moi de t'interrompre. En fait, tu poses les mains sur les personnes, sur le corps des personnes quand tu fais le travail anesthésique. Oui, alors en fait, dans la maïeusthésie classique, comme c'est appris, il n'y a pas de contact physique, c'est-à-dire c'est plus comme quand on irait voir un psychologue ou c'est une rencontre, voilà, où on est en face à face et il n'y a pas de contact physique. Sauf que moi, en fait, du coup, avec ma pratique ostéo, le corps me donne tellement d'informations que ça m'aide à orienter la personne et à aller vraiment rencontrer. Et moi, j'ai la sensation, en fait, que comment dire, comment j'utilise la maïeusthésie, j'ai vraiment la sensation que ça permet de faire le lien entre le corps et ce que veut vraiment dire le corps et l'esprit. Parce que Hmm. des fois, on a nos problématiques qu'on se raconte, et puis il y a ce que nous raconte le corps. Et Hmm. ça, moi, j'ai un peu la sensation qu'il y a comme deux consciences, et comme si le corps, lui, il a ses propres mécanismes, ses propres mémoires, ses propres choses vraiment intégrées. Et du coup, d'avoir un contact par le corps, en fait, ça me permet de suivre Hmm. le corps, comment il chemine lui C'est- aussi à c'est- travers cette exploration et cette rencontre. ouais, ça te donne une clé de lecture supplémentaire finalement. Ouais, C'est ça? Ouais. ouais. Bah oui. Hmm. Donc c'est vrai que bon, je peux faire des séances. J'ai déjà fait des séances Mailleux sans mettre les mains, et ça se fait quand même. Donc c'est pas indispensable, je pense. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ça. Et j'ai observé que les gens, quand ils sentent les mains aussi, ça leur fait comme un ancrage en fait. Ça, Hmm. il y a quelque chose de réconfortant aussi de sentir les mains du thérapeute. Et puis il faut dire quand même qu'il se passe plein de choses. Enfin moi au niveau de mes mains, je sens plein de choses. Il y a plein de mouvements qui se produisent aussi pendant les séances. Donc c'est vrai que bah, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est ma petite touche. Je lis le corps. Et du coup, les gens, ils viennent te voir surtout parce que c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu étais ostéopathe au départ. Et puis après, Mm. tu t'es intéressé à la myosthésie, tu l'as intégrée à ta pratique. La myosthésie, j'ai l'impression que c'est pas encore très connu. J'en entends de plus en plus parler, mais j'ai l'impression que c'est pas encore très connu. Donc les gens, qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir te voir et que ça va être une séance de myosthésie? Est-ce qu'ils viennent te voir en tant qu'ostéopathe? Est-ce qu'ils viennent te voir en tant que myosthésiste? Comment ça se passe pour toi?
Alors, effectivement, moi, je propose deux séances différentes. Donc, je propose des séances d'ostéo qui durent 1 heure et où là, l'orientation, ça va être plus être de soulager les symptômes physiques. Donc, quand c'est vraiment ça leur demande et qu'ils veulent vraiment être soulagés sur le symptôme physique, eh ben, on va plutôt prendre une séance ostéo. Mais je vais pouvoir proposer des ouvertures quand même parce que je travaille en somato-émotionnel, donc je vais pouvoir quand même accueillir certaines choses et on va pouvoir ouvrir. Mais par contre, on peut pas aller aussi profond, on va dire, sur une séance comme ça que, enfin, quoi que si, des fois avec certaines personnes ça peut, mais pas tout le temps, quoi. C'est parce qu'il faut un peu de temps quand même pour descendre. Donc ça va plus être, le deuxième soin, ça va être un soin d'1 heure et demie en myosthésie du coup. Et là, en fait, l'objectif, ça va pas être d'enlever la douleur physique. Donc même, j'entends quand même les symptômes physiques. Enfin, la personne, elle va me dire oui, j'ai mal là, ou elle va quand même m'en parler, et je vais pouvoir moi accompagner aussi à ce niveau-là. Mais je peux pas faire la même chose durant la séance parce qu'en fait, en myosthésie, il faut voir qu'on est un peu dans un état modifié de conscience. Mhm. Donc la personne, bien qu'elle soit très à l'écoute de son corps, elle est pas en enfin, c'est plus compliqué pour elle si je lui dis allez mettez-vous comme ça, poussez, forcez, faites ci, faites ça. Enfin Hmm. voilà, c'est Donc, pas ce qu'on cherche. ça veut dire que Donc les gens... Oui, vas-y, continue, je t'en prie. donc en maillot, on va plutôt partir du fait que effectivement, ça part peut-être d'une douleur physique, mais l'objectif, ça va être vraiment de rencontrer et d'entendre en profondeur ce qui a besoin d'être entendu. Et en fait, par ce processus-là, il y a une remédiation qui s'opère. C'est le terme qu'on utilise en myosthésie, c'est-à-dire que la part de soi qui avait besoin d'être entendue est réintégrée à la conscience. Donc ce mécanisme de remédiation, et c'est ça qui fait qu'en fait le système n'a plus besoin, enfin le symptôme peut disparaître puisqu'il a plus besoin d'exister en fait puisqu'il est entendu. Hmm. Donc parfois ça nécessite. Moi ce que j'ai quand même observé c'est que malgré ça, je vois quand même que le corps parfois quand c'est très ancien il a imprimé certaines tensions. Donc c'est pour ça que j'aime pouvoir mettre les mains aussi, c'est parce que Hmm. du coup je trouve ça précieux de pouvoir aussi donner une information dans la matière sur le corps en fait. Hmm. Voilà. Et l'information dans la matière sur le corps, tu la donnes plus du coup avec, on va dire, une sorte d'ostéopathie énergétique. Oui, et puis c'est aussi une attention en fait. Enfin, je saurais pas. Oui, voilà, on peut Hmm. parler d'ostéopathie énergétique, mais c'est pas une intention, ce serait plutôt une attention. Mhm. Une Mhm. présence au corps en fait. D'accord, Voilà, on pourrait parler de d'accord. ça. Mais tout se joue dans la présence. Hein. Il y a énormément de choses qui se jouent dans la présence. Hmm. Et même pendant mes séances, je suis souvent amenée pour parce que moi je travaille vraiment avec la personne, c'est-à-dire que la personne elle est active dans sa séance vraiment, et je l'invite beaucoup à utiliser son attention, à porter son attention à différents endroits et tout ça pour pouvoir révéler des choses. Mais donc la présence joue un grand rôle aussi bien moi dans ma posture que la personne pour elle-même en fait. Hmm. Mmh. J'aimerais prendre un exemple. Admettons, je viens chez toi, j'ai un problème de hanche récurrent, par exemple. Euh, combien il faut de séances? Alors j'imagine, tu vas me dire, ça dépend des personnes, mais comment ça se passe? Combien il faut de séances à peu près? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais récupérer ma hanche? Alors si tu viens me voir en ostéo par exemple pour un problème de hanche, je vais sûrement te proposer une séance d'abord physique probablement, sauf si Classique? vraiment déjà dès le début toi tu as fait un lien avec ah oui ce problème de hanche est arrivé à tel moment de ma vie où là j'ai vraiment des gros mouvements émotionnels. Donc dans ce cas-là, on peut directement prendre une séance mailleux en fait pour travailler vraiment l'origine, et pendant la séance bah, je vais être amenée à travailler sur les zones de toute façon où je sens que c'est bloqué. Donc là il y aura une attention spécifique à cet endroit où souvent je mets beaucoup mes mains sur le ventre parce que le ventre il me donne beaucoup d'informations, mais pas que. Enfin c'est après mes mains en fait elles vont accompagner le corps en fonction aussi du symptôme. Par exemple si quelqu'un vient me voir pour un problème de cou, je vais plutôt placer la personne allongée et je vais avoir mes mains au niveau des épaules et des trapèzes et des cervicales de la tête. Si c'est alors si c'est le bas du dos, je peux difficilement faire mes techniques sur le dos, mais donc je vais plutôt mettre mes mains sur la zone abdominale. Voilà, ça va être en fonction. Puis parfois, mes mains, je sais pas, elles sont amenées à aller à des endroits. Enfin, je peux pas trop expliquer Toute pourquoi, seule? pourquoi, mais Ouais. j'ai des zones qui appellent, voilà. Donc je vais sur ces zones. En fait, je vais là où ça appelle vraiment. Mes mains, en fait, elles me guident aussi pendant la Hmm. séance. Hmm. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais revenir à un moment donné, tu as dit quelque part que tu ressens en fait l'être qui est là.
Hein, l'être, donc on a vu, c'est une partie de la personne qui s'est enfouie, on va dire, à un moment donné de son enfance ou de son histoire personnelle, pour des raisons de sécurité certainement, enfin pour tout un tas de raisons différentes. Et toi, tu disais que tu as cette capacité finalement, parfois, ou en tout cas à ressentir l'être qui a besoin finalement d'être entendu, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous... Oui, alors c'est toujours à travers. En fait, il faut visualiser que c'est un peu comme un. Enfin, moi, je le vis comme ça. En tout cas, ça me fait vraiment comme un voyage à travers la psyché de la personne. Ça veut dire qu'en fait, moi, je vais pas induire ou je vais pas. Parfois, quand j'ai des perceptions comme ça que je ressens, par exemple, je vais pouvoir entendre des choses ou parfois je vais pouvoir ressentir. Je sais pas, avoir une sensation que ah là, il y a quelque chose qui est vraiment en colère, qui est vraiment en colère, comme quelque chose qui est énervé, eh ben, je vais proposer en fait, ça va être une proposition plutôt, donc ouverte, parce que moi, j'ai quand même mes filtres. Hein, je suis comme tout le monde, on a nos filtres, donc j'impose pas, mais par contre, je vais proposer des choses parce que le but, ça va être d'affiner et d'aider la personne à ce qu'on soit exactement au bon endroit, à l'endroit juste de ce qu'a besoin d'être, enfin de comment dire, D'être entendu, dans quoi. les nuances qui Mm, ont besoin d'être entendues. Voilà, mm. c'est ça. Parce que par exemple, on peut imaginer que ah oui tiens moi je vais sentir que là il y a la part de la personne l'aide de la personne il y a une colère ou quelque chose qui a envie de sortir donc je vais mais parfois la colère en fait il faudra apporter une petite nuance et ah non c'est pas de la colère c'était vraiment une peut-être un regret ou je sais pas quoi ou hop il y a une petite nuance à amener et donc le but c'est vraiment ça c'est d'affiner et donc là c'est pour ça que le patient est très important aussi dans le processus parce que c'est lui qui vit ça et c'est sa psyché donc Mm. donc moi, je peux capter certaines choses, mais voilà, j'essaye de rester quand même, euh, oui, de pas induire en fait. C'est Mm. ça qui est un peu différent avec certaines autres approches, c'est que je vais pas induire des choses et je vais rarement demander je vais pas demander aux gens visualiser ci, visualiser ça. C'est les personnes, c'est des propositions, voilà, mais c'est pas et c'est et, ouais. Et c'est très en fait avec des questions. Mmh, J'amène c'est beaucoup de ça que j'allais questions en fait. poser, ouais. C'est ça que j'allais te demander, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, où on reprend cet être qui est en colère, par exemple, il y a une partie de la personne qui est en colère, toi tu l'as capté, la personne elle en est consciente aussi. Comment vous allez à la rencontre de cet être justement? Donc tu poses des questions, c'est Eh ça, ce bien, que tu disais? oui, donc c'est dans la manière dont je vais formuler les questions parce que du coup, moi, j'ai pas forcément de réticence. Moi, je suis neutre face à cette part de la personne, en fait. Hein. Cette colère, c'est pas à moi qui l'ai. Enfin, c'est pas ma colère. Donc, c'est vrai que du coup, moi, je peux être heureuse. En fait, je suis heureuse de rencontrer l'être en colère parce Mmh. que je me dis, chouette, il va avoir un espace pour être entendu. On va enfin l'entendre, on va enfin l'accueillir. Donc, Mmh. même s'il peut, du coup, c'est ouvrir des espaces pour qu'il ait le droit d'exprimer aussi ce ras-le-bol qu'il avait, parce que finalement, ça, c'est pas si évident que ça. Les gens, ils ont du mal. On a tous envie d'être dans la joie, dans la légèreté et tout ça. Et puis, bah, des fois, quand il y a des mouvements qui sont plus de l'ordre de la colère, et ben, on a envie de les étouffer et de surtout les mettre au placard pour pas être au contact de ça. Sauf que le problème, c'est que, bah, il y a les messages qui sont portés sont pas toujours entendus. Et ça, je crois que c'est vraiment important de réaliser que, bah, s'il y a un mouvement de colère, le message porté, c'est important de l'entendre et de l'accueillir aussi. Parce qu'en fait, ça nous guide après pour prendre des décisions, pour mettre en place des choses. Donc c'est essentiel. Et donc Oui. voilà. Donc moi, ce qui me permet ça, c'est cette notion de réjouissance et de me dire génial, ça y est, ça va Mmh. être entendu. Pour moi, je vois quelque chose qui s'ouvre et qui se libère. Quoi. Je vois Mmh. quelque chose qui est mis en lumière. Donc Et donc et le c'est... fait de ben, c'est contagieux, on va dire. Ouais, c'est ce que Enfin j'allais dire. contagieux C'est-à-dire entre que cette guillemets. réjouissance, en fait, ça permet aux gens déjà de pas se sentir jugés. Enfin, en tout cas, j'imagine. Ça Mm, permet déjà de pas se sentir jugés et puis vraiment de les inviter à se sentir à l'aise, à laisser exprimer finalement ce qui est là ou ce qui résonne de l'enfance ou autre. ouais. Hmm. Ben oui, c'est ça. Et il y a un autre point que j'aimerais partager sur la maïeusthésie qui est très agréable aussi, c'est la notion qu'on n'a pas besoin, en fait, les thérapeutes, de connaître les faits. Hmm. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a subi un trauma, un viol ou des choses vraiment difficiles physiquement et voilà, et ben en fait, on n'a pas besoin de connaître ce qui s'est passé, de savoir les détails en fait pour que la libération se fasse, parce que nous, Hmm. on va porter notre attention sur l'être qu'était cette personne qui a vécu les faits et sur ce qu'elle ressent, mais pas sur ce qu'elle est en train enfin sur les faits Et qui ont été vécus, quoi. c'est ce qu'elle ressent aujourd'hui ou ce qu'elle ressentait à l'époque? Alors c'est là où moi je trouve que c'est assez magique, c'est qu'en fait, euh,
le ressenti de l'être qu'on rencontre et le ressenti de la personne qui vient nous voir par rapport à la même chose peut être complètement pas du tout le même ressenti en fait. Et moi, ce que je vois souvent, notamment quand on rencontre les corps, parce que oui, on peut rencontrer des corps physiques aussi, enfin l'être qu'est le corps physique, donc c'est un peu. Mais ce que je vois, c'est que en fait la personne, elle va avoir comment je peux expliquer ça? Peut-être qu'il faudrait que je donne un exemple concret. Euh, je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui viendrait me voir parce qu'elle a eu un accouchement traumatisant, par exemple, et vraiment c'était affreux. Elle a tout senti, enfin vraiment horrible, pas d'anesthésie, admettons, enfin voilà, quelque chose d'assez traumatique physiquement. Et ben, la personne, elle aura pu avoir fait un travail en psychothérapie pour pacifier des choses, pour libérer des choses et tout ça. Et ben, ce qui peut se passer, c'est que la mémoire du corps, en fait, peut avoir encore des choses à dire. Donc, sur ce même événement, il y a tout un. Moi, ça m'arrive souvent, ça, de voir des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont déjà fait tout un travail, et donc on sent qu'il y a tout un champ qui a été pacifié. Mais c'est comme s'il y a les 20%, enfin, je dis les 20% un peu au hasard, mais il y a un petit pourcentage qui reste parce que c'est le corps physique, en fait, qui, lui, à son endroit, il avait aussi envie de dire quelque chose. Et des Mmh. fois, on peut être amené à alors ça va sembler un peu farfelu, mais en maillot, de toute façon, on peut tout rencontrer. Donc, mais par exemple, ce qui va ressortir, les êtres, c'est pas toujours des personnes comme nous. Ça peut être un organe. On peut Mmh. aller rentrer en relation, en lien avec un organe. Ou Mmh. là, pour l'exemple que j'ai pris, ça peut être l'utérus, ça peut être le Mmh. vagin. Enfin voilà, Et il du peut y coup, tu avoir vas donner la des. parole, à l'utérus, par exemple? Et ben, on va entendre ce qui est éprouvé, voilà, Mmh. par cette partie de la personne. Et ce qu'il y a, et c'est ça qui est magique en fait, c'est que la personne ne réalisait pas Mmh. forcément que cette partie d'elle avait vécu ça. Et quand la personne réalise et entend à quel point c'est douloureux pour cette partie d'elle, et ben c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. C'est ici, c'est à cet endroit que ah ok, on valide ça, ah ok, et du coup c'est là que ça peut vraiment faire que Et et s'apaise. là, dans l'exemple que tu cites, une séance peut suffire ou faut plutôt envisager plusieurs séances quand même? Alors, dans mon approche, moi, pour l'instant, ce que je mets en place, et alors, pour l'instant, je suis pas trop dans un système où je veux accompagner les gens dans la longueur. Donc, je dis pas aux gens, vous allez revenir, vous allez revenir, vous allez revenir. Je prends plus l'outil de la maïesthésie comme un tremplin qui permet à une personne à un moment donné dans sa vie de passer un cap ou d'enclencher une compréhension ou d'ouvrir un champ pour qu'elle puisse continuer son chemin. Mais moi, je vois plus la maïesthésie comme un accompagnement au cheminement de vie, mais pas comme ah oui, il faut aller voir et puis tous vos problèmes sont résolus. Ça marche pas comme ça. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que je suis en train de réfléchir quand même à mettre en place quelque chose qui serait un petit peu plus dans la durée. Donc ça fait partie des choses que je pense que je vais peut-être bientôt construire. Alors je sais pas si je vais le faire en individuel ou si je vais le faire en groupe. Parce que je pense que le groupe, ça peut être Parce très qu'on peut intéressant aussi, travailler en mais groupe aussi en maïesthésie, en fait, on peut, alors, on peut travailler en maïesthésie en groupe. Disons que j'ai pas de formation spécifique qui m'a appris ça, mais comme c'est une posture, on peut imaginer aussi mmh. accompagner des groupes en ayant la posture et cheminer avec les gens. Parce qu'en fait, la maïesthésie, c'est voir la pertinence de ce qui se lève en nous. Donc, on pourrait très bien imaginer être avec un groupe et puis même avec les effets miroirs, accompagner les levées en fait par rapport aux effets miroirs. Mmh. Toujours dans cette réjouissance et dans cette attention à ce qui est là, quoi. Ah, très Donc intéressant. ça, c'est les projets qui arrivent plus tard, je pense. Ah, Mais pour super. l'instant, je reste un peu en individuel Ouais, c'est très encore. intéressant, très intéressant. J'imagine que parce que je suis allée faire un tour sur ton site, bien évidemment, hein, sur le site, ophélie-maïesthésie.fr. Je vous mettrai, bien évidemment les coordonnées, dans le descriptif du podcast. Tu parles de maïesthésie kinesthésique et j'imagine que si tu Mmh, rajoutes le kinesthésique, c'est justement pour expliquer que tu poses les mains, qu'il y a un travail aussi qui est mmh. fait sur le corps. C'est bien ça? Oui, Ouais. oui, c'est ça, parce que je voulais pas, parce qu'il faut voir quand même que entre l'ostéopathie et la maïesthésie, au début, moi, ça a été un peu compliqué de me placer parce que l'ostéo, ça vise à enlever le symptôme et la maïesthésie, ça vise à ne pas cacher le symptôme, mais plutôt à aller à la source. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi au début de voir comment j'allais me placer avec tout ça. Donc effectivement,
je me perds dans mes explications. Je sais plus quelle Non, non, était ta c'était par question. rapport au kinesthésique, tu sais, Ah oui, ouais. voilà, donc c'est ça. Oui, donc c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est parce que je voulais vraiment que les gens ils sachent que quand ils viennent me voir, c'est la myosthésie est utilisée d'une façon spéciale et c'est pas la manière classique quoi. Je voulais pas voilà, qu'il y ait de malentendus quoi que ce soit. C'est pour ça. Très bien, merci pour ces précisions. Hem, est-ce que tu es d'accord là, sauf si tu as des choses à rajouter sur, ce que c'est que la myosthésie ou la manière dont tu travailles? Ça va pour toi? Est-ce que tu as pu, Ouais, ouais. exprimer? Ouais. Du coup, ce que j'aimerais bien que tu partages pour les personnes qui vont nous écouter, c'est quelques clés que les gens pourraient appliquer par eux-mêmes pour, traverser la vie, hein. C'est un peu le titre qu'on a mis pour ce podcast, apprendre à traverser la vie en accueillant toutes ses couleurs. Donc, Mm, est-ce mm. que tu pourrais nous donner quelques astuces qu'on pourrait utiliser tout seul chez nous, pour aller rencontrer peut-être alors peut-être pas rencontrer les êtres dont tu nous as parlé, mais je sais pas, quelle astuce, quel, Mm. outil tu pourrais nous transmettre là? Ouais. Alors déjà, il y a une clé qui me semble essentielle, c'est de la reconnexion au corps. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais envie de dire aux gens, c'est apprenez à vous connecter à votre corps Et alors physique. comment tu Parce fais? qu'il y a énormément de choses à dire. Donc déjà, c'est de prendre le temps, enfin, c'est déjà d'ouvrir des temps, parce que quand on est en train de faire quelque chose, ben, on n'est pas en train d'écouter son corps, donc c'est prendre des temps pour juste être assis ou être allongé et puis ressentir son corps, ressentir ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose. Et j'aurais envie de découper ça en plusieurs enfin on va dire qu'il y a un temps d'observation que je pourrais découper en 3 niveaux. Il y a le temps d'observation sur le corps physique, donc ça va vraiment être qu'est-ce que mon corps ressent. Est-ce que là j'ai une douleur? Est-ce que je me sens détendu? Je me sens crispé? Est-ce que j'ai chaud? Je transpire? Enfin voilà. Donc qu'est-ce que physiquement déjà je ressens? Ensuite il y a l'observation sur le champ plus émotionnel. Donc, ok, là, dans quel état émotionnel je suis? Est-ce que je me sens calme? Est-ce que je me sens agitée? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Enfin, est-ce que je suis en colère? Donc d'observer l'émotion et toujours en restant bien relié au corps physique et d'observer aussi qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je suis relié à cette émotion. Parce que très souvent, ça c'est un truc que je répète beaucoup, mais l'émotion, enfin les émotions sont des mouvements qui sont ressentis et qui traversent de toute façon les corps physiques. Donc quand on a une émotion, c'est forcément notre corps physique, il est le premier, on va dire, la première victime de l'émotion, si je peux Mmh. dire ça, dans le sens où lui, bah, il sent que ça passe en lui, quoi. Oui, chaque Euh, émotion, si je peux me permettre, chaque émotion, va forcément, générer un mouvement physique dans le corps. Oui, en fait, ça peut se percevoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant de déjà bien faire ce lien avec son corps physique, de comment il se sent un peu de manière basique. Et ensuite de dire, ah ok, quand je me relie à cette émotion-là, ah là, cette émotion-là, ah je la sens où? Ah, bah je vais peut-être, je vais vous donner un exemple. Ah, bah là, je suis angoissée par quelque chose. Oh, bah là, je vais sentir que mon estomac, tout d'un coup, ça se serre. Je vais sentir ma gorge qui se serre, le cœur qui se met à battre. Ça transpire et donc là, l'idée, c'est d'observer ça, mais pas d'observer en voulant que ça change, mais Mmh. juste d'observer, en fait, Mmh. juste d'observer les manifestations et de laisser le temps à ces manifestations d'être présentes aussi, parce qu'on voudrait, en fait, comme c'est pas toujours très agréable, on voudrait les enlever très vite. Ouais. Donc, bah, l'idée, non, c'est peut-être de se dire, ok, bah là, il est en train de vivre ça, mon corps, et bah moi, je vais être avec toi, et puis pendant que tu vis ça, bah moi, je suis là à côté, Mmh. je suis là, et voilà, on vit ça, il est avec la personne, quoi. Il est pas tout seul en train de vivre son mouvement. Donc il y a ça. Et après, il y a le champ des pensées aussi qui est très important d'observer. Donc ça, c'est le troisième niveau. Ce serait donc le corps physique premier niveau, le corps émotionnel deuxième niveau et les pensées donc le troisième niveau. Donc de se demander ah bah là comment je me sens mentalement. Est-ce que je sens que j'ai la tête un peu embuée, un peu comme dans un nuage. Est-ce que je me sens un peu étourdi, confus. Est-ce qu'il y a une grande clarté. Est-ce que j'ai un nuage, je suis surchargée. Enfin voilà. Donc d'observer aussi dans sa tête et les pensées qu'est-ce qui se passe et de voir un petit peu quand on est dans sa tête et quand on voit toutes ces pensées, bah, on peut aussi faire des liens parfois à ok quand je suis connectée à cette pensée, ah bah je sens qu'il se passe ça dans mon corps. Vous voyez, on peut toujours ramener en fait les choses au corps parce que finalement le corps c'est notre ancrage, Mmh. c'est ça en fait. Ça j'ai envie de le dire aux gens. En fait notre corps c'est notre ancrage dans la vie. Hein.
Donc, c'est lui, il nous donne plein d'indications, il nous guide et il nous donne vraiment plein ouais, franchement, il a un super guide dans la vie, mais il faut savoir l'écouter et il faut savoir l'écouter sur tous les champs. Mmh. Parce que par exemple, il y a des personnes qui vont être très dans la tête et qui vont écouter beaucoup leurs pensées, mais qui vont pas du tout relier ça à leur corps physique. Et du coup, ils traversent la vie avec des superbes idées. Ah oui, il faut manger comme ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais en fait, comme ils sont pas à l'écoute de ce que vraiment leur corps à eux a besoin, et ben en fait, des fois, ils mettent en place des théories très bien, mais qui ne leur convient pas en Mmh. fait. Donc Je comprends. donc c'est intéressant de ramener cette connexion là pour que vraiment les gens soient dans une écoute sincère envers leur corps et qu'ils puissent du coup mettre des actions qui soient justes pour eux, pour se sentir mieux et pour aller vers le bien-être que tout le monde veut vivre. Mmh. Donc voilà. Oui, D'accord. donc ça je pourrais dire ça c'est le premier niveau. La première chose à faire c'est d'observer ces 3 points-là, de prendre des temps pour observer ces 3 points-là. Après, par exemple, quand on traverse une période difficile ou qu'on sent qu'il y a un mouvement, là on vient de vivre une tension avec un conjoint où il se passe quelque chose, voilà, et c'est compliqué. Et ben donc on peut se poser et observer ces 3 niveaux. Après, j'aurais envie de dire qu'il y a un temps pour accueillir. Donc la notion de l'accueil, c'est quand même une zone importante aussi. Donc l'idée de se dire que toujours avec cette conscience que notre corps, lui, il vit de plein fouet la situation, aussi bien que notre tête. Donc de se dire, ok, j'accueille pleinement toutes les manifestations dans mon corps. Donc ça veut dire les manifestations agréables comme les manifestations désagréables. Donc ce serait pour orienter les gens à ne pas avoir peur du désagréable qu'ils peuvent vivre parce que finalement quand on se place dans un accueil du désagréable aussi, et ben ça aide à le faire se transformer en soit quelque chose de plus doux parfois, soit avoir des compréhensions et en tout cas être présent au moins pour son corps et l'aider son corps à traverser ça. Donc de toute façon ce sera forcément positif. Donc il y a ça. Et puis ensuite ce que je pourrais peut-être donner comme autre image qui peut aider à faire ça, ce serait de se voir comme un peu un petit détective avec sa loupe. Et en fait, quand on vit les mouvements, d'être avec sa loupe de ah ok, et toi mon corps, là tu vis quoi? Et on est en observation, donc en description. On n'est pas dans une posture de dire ah oui, allez, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois. Non, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment plus ah ouais, là t'as mal, là t'as ça, tu ressens des fourmillements. Ah oui, ça te prend tout cette place-là, ça va jusqu'ici. Oui, ça picote. Ah oui, puis ça fait chaud. Puis là je sens un point à cet endroit. Et on est comme avec une loupe en fait qui suit les mouvements dans le Mmh. corps partout, mais avec cette idée de ça a le droit d'être là. Donc il y a un espèce de Mmh. oui intérieur à mettre en place, ça c'est important, un espèce de oui. Ok, oui, t'as le droit de vivre ça, et je suis à côté, et je t'observe, et t'es en train de vivre ça, et je suis là avec toi, quoi. Donc voilà, il y Et a c ces et ce notions-là, je sais pas si c'est clair, mais Si, c'est très clair, je te remercie. Et ce que ça m'évoque aussi, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, c'est que dans ce troisième point là dont tu parles de jouer un peu au détective, moi je parle aussi d'exploration en fait, d'être explorateur de ce qui se passe en nous. Je trouve qu'il y a 2 choses intéressantes, c'est que déjà on accueille ce qui est là, mais aussi à la fois on crée une connexion avec notre corps, mais aussi ça nous crée une distanciation, on va dire, qui nous permet de devenir un peu témoin de ce qui se passe tout en étant complètement connecté. Et ça permet de pas se laisser, je dirais, submerger. Ça permet, en tout cas, de mon expérience et de la manière dont je peux aborder les choses, cette phase-là dont tu parles, que tu appelles le détective, elle nous donne ce rôle de témoin dont on parle beaucoup en méditation d'ailleurs, hein, devenez témoin. Voilà, ça nous empêche pas de vivre les choses, ça nous empêche pas de les accueillir, ça nous empêche pas, mais ça nous permet la distance qui fait qu'on va pas se laisser absolument engloutir non plus par l'émotion ou le moment vécu, quoi. Ça fait sens oui, pour toi? Oui, complètement. ça va dans le sens de ce que Ah tu oui, veux dire? oui, 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 et complètement. C'est sûr que ça nous place oui, d'une certaine manière en observateur, et c'est ce qui permet. Enfin, moi, je vois que ça, je l'utilise. Là, ce que je vous dis, c'est des choses que je fais tout le temps en fait, hein, à tout moment. Et moi, ça me permet, par exemple, quand je vois que j'ai des pensées, bah déjà, je peux les observer et du coup, je vois ce que je me raconte et je peux choisir. Je peux Tout à choisir de fait. me dire, ok, Mmh. cette pensée-là, elle me fait pas du bien. Comment je peux la Mmh. modifier?
Et parce que du coup, si je me connecte à une pensée et que je vois que mon corps il est très mal, il est très mal, il est très mal, alors bah, j'observe ça. Mais après, je peux choisir de me dire, ok, celle-là, voilà, je vois que ça me fait ça, ok, comment je pourrais retravailler mon système de croyance, parce que c'est ça dont il s'agit Eh hein, sur oui. le champ mental, c'est de retravailler son système de croyance pour intégrer des pensées qui nous Qui sont mettent dans un état corporel voilà, aussi plus doux ouais. et plus qui nous aident en fait à traverser le mouvement. Mmh. Mm. Très bien. C'est intéressant de voir comment, les choses se recoupent, en fait. C'est-à-dire que là, tu viens avec le chant de la myostésie et on voit que, voilà, ça se recoupe avec d'autres traditions et c'est intéressant donc enfin moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a forcément quelque chose de vraiment, profond et véridique, en fait, dans ça. Si on le retrouve dans d'autres formes, d'autres traditions, mais avec ce fond commun, bah, moi, je trouve ça enthousiasmant, en fait, de voir qu'on retrouve les choses, quoi. Hem, Et oui. super. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur, comment accueillir voilà, les couleurs de la vie, ce que les challenges? Bah, il y a quand même peut-être un truc que j'aurais envie de dire, oui, par rapport aux couleurs, parce que moi je vois beaucoup les émotions comme justement tout un tas de couleurs qui peuvent nous traverser aussi. Et donc il y a les couleurs agréables et les couleurs moins agréables, mais en fait de garder à l'idée que chaque émotion est porteuse d'un message. Et c'est ça aussi que j'aimerais transmettre là, parce que quand on fait ces phases d'observation de OK, là je me sens comme ça, je me sens comme ça, quand on a des mouvements très forts, bah de questionner son émotion. Par exemple, si on sent qu'on est relié à une tristesse, ben on peut s'adresser à la tristesse. Ça ouvre un champ de dire, OK, là je vois que là il y a une tristesse qui est là, qui me traverse, je la sens à tel endroit. OK, tristesse, qu'est-ce que tu veux me dire? Mmh. Et hop, ça ouvre un champ. Il y Tu a quelque chose qui s'ouvre. tu veux dire que, par On exemple, peut tout faire ça avec la seul colère, on peut faire ça avec plein de choses. tu veux dire que, par exemple, tout seul, si je ressens, par exemple, de la tristesse ou de la colère, je peux très bien, intérieurement me poser la question: «Tiens, colère, je vois que tu es là, qu'est-ce que tu voudrais me dire aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu voudrais me dire?» Oui, alors oui, c'est vraiment ça, de dire, bah, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que j'entende? Mmh. Est-ce que c'est pas presque le pourquoi, j'aurais pas envie de lui dire pourquoi D'accord. tu es là, parce que si elle est là, c'est forcément qu'elle a quelque OK, chose à donc dire. on s'en moque du Donc ce serait pourquoi. plus OK. quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que tu aimerais que j'entende? Mmh. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce Mmh. que tu veux me montrer? Voilà, on ouvre un champ et ça, alors la réponse, elle va pas forcément venir dans la minute. Hein. Mmh. Parfois, quand on ouvre ce champ, moi, c'est ce que je pratique. Je fais ça très souvent. En fait, je le fais tout le temps. Hein. Je fais toujours ça. Donc, j'ouvre toujours des champs comme ça. Et, et du coup, en fait, dans la vie, bah, j'ai des réponses qui vont arriver. Donc, ça peut être une heure après, comme ça peut être, je vais me poser ces questions le soir, par exemple, avant de dormir, et le matin, je vais avoir plein de réponses et qui vont m'aider en fait à faire des liens et à avoir des compréhensions pour pouvoir aller plus vite dans le processus Mmh. que je suis en train de traverser et dans l'apprentissage du coup de ce qu'on a à comprendre. Et comment elles viennent les réponses? Tu vas entendre quelque chose? Tu vas sentir autre chose? Est-ce que ça peut être aussi par des synchronicités? Comment on peut les obtenir ces réponses? Comment notre Oui, colère alors nous répond? il y a beaucoup. Oui, alors il y a beaucoup les synchronicités. Déjà, moi, alors par exemple pour la colère, enfin, moi, j'hésite pas non plus à passer par des processus corporels quand j'ai besoin. Là, je vous ai donné un processus qui est très doux, enfin, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup dans l'observation. Mais parfois, moi, par exemple, je vous donne mon exemple, quand je suis traversée par des colères fortes, je vais avoir besoin de décharger parce que c'est tellement intense pour mon corps que en fait, je vais avoir besoin de décharger physiquement. Donc, par exemple, je vais soit me secouer, faire des bruits, enfin m'agiter ou taper des fois sur mon coussin ou quoi. Enfin, j'hésite pas aussi quand mon corps il a besoin de décharger à lui laisser ça. Mmh. Parfois ça peut être de faire des cris, ça peut passer par écrire aussi. Il y a des personnes elles vont avoir besoin d'écrire tout ce qui leur passe par la tête et de décharger toutes les injures ou je sais pas quoi par écrit. Ça peut être de le dire verbalement. Bon, alors le mieux c'est quand même de se mettre dans un endroit où personne va trop être Subir, lié à ça parce que ouais. c'est voilà, c'est le Mmh. but, c'est pas que les autres ils subissent ça non plus, mais voilà, de décharger par le corps et je me suis encore perdue. Non, c'est par Je exemple sais cette plus. colère quand on la questionne, comment elle nous répond? En fait, c'était ça la question. Oui, comment elle nous répond. Ouais, donc oui, il y a l'étape de la décharge physique et c'est plus dans le deuxième temps où là il y a les réponses. Et ben c'est là où je sais pas, ça peut passer par moi par exemple, ça passe beaucoup le matin au réveil. En fait, j'ai pas mal de comme si mes pensées, enfin je sais pas trop, comme si
mes pensées, elles vont, je sais pas comment exprimer. C'est Tu comme vas si avoir un ça me éclair de répond tout seul. Enfin, compréhension, par exemple? Est-ce que ça peut être oui, ça, voilà, d'un il y a coup, des liens qui se font et puis ouais, et puis le matin je vais me dire ah mais oui il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà. Ou alors ça peut passer par des synchronicités aussi quand même, hein, avec des gens avec qui je vais parler et là tout d'un coup tchoum, je vais avoir le lien, ça y est, tchoum, ça se fait. C'est comme si, en fait, je pense que le fait d'ouvrir les champs à qu'est-ce que tu as à me dire colère, ça ouvre des mmh, portes. Et ça laisse la place à ce qui peut se manifester, de se manifester, mais après ça prendra un peu la forme. mmh, Ça dépend aussi de soi-même. Si on a plus d'affinité avec telle ou telle chose, ça prend on va dire le chemin avec lequel on a le plus d'affinité. mmh. Hein, donc c'est à chacun après d'être attentif à ça en fait, et d'observer. Ouais, on ouvre une porte, Mm. on ouvre un champ comme tu dis et après la manière dont la colère par exemple ou la tristesse va nous répondre, ça va dépendre de chacun, de chaque personne et puis des situations j'imagine, donc faut rester attentif finalement, Ouais. faut rester ouvert aussi à la manière dont la réponse va nous venir quelque part. Oui, c'est Mmh. ça. Ouais. Rester D'accord. ouvert à la manifestation qui peut prendre parfois du temps ou des chemins complètement variés. Mmh. Et, euh, Et d'ailleurs, ce que je peux dire aussi, c'est que ça évolue parce que moi, je vois que par rapport au début où j'ai commencé à pratiquer ce genre de choses et maintenant, je vois que les chemins pour entendre les informations sont pas du tout les mêmes qu'au début. Et il y a une facilité aussi à entendre les compréhensions qui, c'est comme un peu une gymnastique, c'est-à-dire que plus on fait ça, plus en fait ça devient facile Eh oui. d'entendre et de comprendre Mmh. et plus c'est rapide en fait. Donc Ouais. plus facilement et rapidement on peut sortir des processus qu'on traverse. Ouais, c'est un peu ce que Donc je dis à chacun des podcasts, c'est par la pratique, la persévérance, et ça, c'est valable, j'ai envie de dire, pour tous les apprentissages, toutes les techniques, toutes les expériences. Plus on le pratique, plus ça devient facile et plus ça devient fluide, en fait, hein. mm, eh oui. Mm. Alors, j'aimerais te poser maintenant des questions un petit peu différentes, si tu permets. Et Oui. j'aimerais te poser une question qui est: es-tu convaincu de quelque chose que les autres considèrent comme une folie? Alors, alors, ah, ça peut prendre plein de formes. En plus, avec la maïeusthésie, si vous saviez, la maïeusthésie, on est tellement ouvert à tout ce qui est là que effectivement, je pense que les. Alors, reformule la Alors question. c'est, Est-ce es-tu que convaincu de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu crois ou tu es sûr de ça et que la plupart des gens de ton environnement considèrent que c'est complètement fou de penser comme ça ou de voir ça comme ça? bah, je pense qu'en Mailleux, c'est un peu fou ce qui se passe en fait finalement, parce que des fois, quand on rencontre des êtres, parfois, je vous ai parlé d'un utérus ou de personnes, enfin ou de qui était la personne, mais parfois, en fait, la psyché envoie des symboles. Donc en fait, parfois, la personne, elle va être avec quelque chose qui va avoir ni queue ni tête, comme par exemple un sac à dos qui Hmm, parle d'accord. ou une commode ou. Ok. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Mailleux, on prend tout ce que nous envoie la psyché sans lui dire non, toi c'est pas bon, toi c'est bon, toi c'est pas bon. Donc il y a un côté un peu qui peut sembler un peu hurluberlu et exubérant. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit pour la mailleux. Et je pense aussi d'ailleurs en maïeusthésie que c'est pas, je pense quand même que c'est pas un outil qui corresponde forcément à tout le Hmm. monde. Ça j'ai observé ça aussi. Mais voilà, donc je pourrais dire ça. Donc je pense que effectivement, j'ai foi en la Bayeux, mais ça pourrait être vu peut-être d'une drôle de manière pour certains. D'accord, ok. Super, merci pour ta réponse. J'aimerais maintenant savoir euh, quel est le meilleur conseil que tu aies entendu dans ton domaine d'activité? Tu vois, le genre de phrase que des fois on entend comme ça en passant, puis finalement elle nous revient et elle nous aide à... Alors moi, il y a une phrase que j'aime. Alors c'est pas un de mes profs qui me l'a dit ni rien, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide toujours. C'est la phrase de Marc Aurèle que d'ailleurs tu avais écrit sur une boîte. Mais alors que je fasse pas d'erreur, c'est donne-moi le courage de supporter ce que je ne peux pas changer. Non, alors, non, c'est donne-moi la force de supporter ce que je ne peux pas changer, donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être, et donne-moi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Hmm. Et Ouais. en fait, cette phrase, pour moi, elle veut tout dire, en fait.
c'est à la fois d'être dans cette capacité de force et d'aller puiser ses ressources de force face à une situation sur laquelle on n'aura pas forcément d'impact. Et ça mobilise aussi ces forces de lâcher prise et de se dire, ok, là, je suis face à ça, donc je vais juste être avec mon corps et accueillir que là, je suis en train de traverser ce truc que je peux pas changer. Et en même temps, c'est de se dire, eh ben ouais, dans certaines situations, on peut quand même mettre en action quelque chose et on peut changer quelque chose. Et là, hop, on bascule sur le j'agis et je peux transformer les choses. Donc moi, je trouve que cette phrase, elle est magique en Mmh. fait. Et je l'ai un peu comme je l'ai mise dans ma salle d'attente, mais vraiment, C'est un peu ton elle est dans mantra? ma salle d'attente et elle est aussi sur la petite boîte que que tu m'avais faite. Oui, Donc, parce que oui, moi c'est un peu aussi, mon c'est une phrase mantra. qui Ouais. m'accompagne beaucoup, donc c'est vrai que pour la petite histoire, j'ai un petit côté artiste aussi, et j'avais fait une boîte à mouchoirs en pyrogravure avec cette phrase-là, avec cette maxime-là, et effectivement, Ophélie a cette boîte maintenant aujourd'hui. Oui. Euh, Quel conseil tu te serais donné à toi-même lorsque tu avais 20 ans? Et qu'est-ce que tu faisais à l'époque? C'est-à-dire, aujourd'hui, imagine, tu rencontres le toi-même de 20 ans et tu peux lui donner un conseil. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Et qu'est-ce que tu faisais? Alors, qu'est-ce que la moi d'aujourd'hui donnerait comme conseil à Ouais, la moi d'il y a c'est 20 ans? ça. Euh, bah, je crois que je lui dirais ce que le processus là. Je lui Mmh. expliquerai tout le processus là que je vous ai dit avec l'observation des différents niveaux. Enfin, je crois que je me dirais ça parce qu'en fait à ce moment-là, j'avais pas du tout cette conscience là des choses et je pense que ça m'aurait bien aidé d'avoir ça pour pouvoir mieux vivre certaines situations et je pense que ça m'aurait parce que ce processus, si on le fait souvent, en fait, il nous aide vraiment à nous connaître et à nous déployer dans qui on est et ça nous aide à nous affirmer au monde. Enfin, en fait, ça aide tellement sur plein de plans que je crois que j'aurais aimé qu'on me dise ça. Mmh. Super, Donc c'est le petit processus que je vous ai proposé de faire, ce serait ça. super. Et qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là quand tu avais 20 ans? Qu'est-ce que je faisais? Bah, j'étais en études, je pense, pour être ostéo à ce moment-là et je me noyais dans mes mouvements intérieurs et où je savais pas comment m'en sortir de ça, où je me jugeais, mes jugements intérieurs aussi, où je me trouvais pas ci, pas ça, pas ci, ça. Je voyais les autres et puis je voulais toujours être comme les autres. Alors en fait, ce qui compte le plus, c'est d'aller à la rencontre de qui on est parce que de toute façon, nous ne sommes pas les autres et donc on a notre teinte et notre couleur justement. Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'aller à la rencontre de notre couleur pour pouvoir l'affirmer et la montrer aux autres. Et puis après, c'est sûr que les couleurs, elles peuvent pas convenir à tout le monde, mais au moins on est aimé pour qui on est vraiment. Et je pense que c'est ça qui est le plus important en fait, plutôt que d'être aimé pour qui on n'est pas ou pour une couleur qu'on aurait dérobée ou Mmh. donc, J'aime bien que tu voilà. parles de couleurs, effectivement, pour parler des émotions et de ce qui nous arrive. C'est chouette. Je trouve ça très poétique d'utiliser ce terme-là. Ouais, ça donne, je Oui. trouve, une autre dimension. Mais oui, moi je la vois vraiment comme une palette en fait. Le champ émotionnel, c'est une palette et je suis encore en travail avec certaines des émotions parce qu'en fait, il y en a avec lesquelles on relationne plus facilement et il y en a avec lesquelles on relationne de manière plus compliquée. Et moi, j'observe encore que donc j'ai beau avoir ce protocole et tout ça, je vois que même aujourd'hui, je rentre encore en relation avec certaines de mes émotions que je m'étais dit bah ah tiens, je savais pas que j'avais du mal à relationner avec celle-ci. Et donc en fait c'est un travail de, enfin je crois que C'est infini. c'est sans fin, Ouais. mais en tout cas ça permet là maintenant quand je relationne avec une que j'avais pas encore trop côtoyée on va dire, et ben je me dis ah ok t'es là, bon bah ok tu vas montrer comment t'es toi, je vais te voir et puis on va voir ce qu'on va faire ensemble. Parce qu'en fait souvent quand on apprend à relationner avec ça, bah ça nous permet, enfin c'est ça qui est magique dans le processus, c'est que ça permet en fait de comment je pourrais dire ça? C'est comme si ça transforme quelque chose. Quelque chose part de quelque chose qui va être désagréable ou quoi. Et en fait, quand on apprend à relationner avec ça, et ben, on le transforme de manière à ce que ça devienne un apprentissage et que ça devienne du coup quelque chose qui va nous servir dans notre vie, ou ça nous donne un outil en plus. Donc, en fait,
c'est pour ça d'ailleurs que j'aime autant faire ce processus, hein. C'est parce que je vois bien que plus je fais ça, plus ça m'enrichit intérieurement et plus aussi je dirais que ça me permet de comprendre certaines choses dans le monde qui m'entoure parce que comprendre les autres et Mmh. comprendre comment les gens réagissent ou comprendre ou pouvoir voir ah oui là il est en train de vivre ce truc là, bon bah ok, je vois dans quoi il est en train de d'être, voilà, ça permet mais c'est un peu infini quand même. Il y a une notion d'infinitude là-dedans. C'est un peu comme si plus on en découvre, plus on voit qu'on peut en découvrir d'autres, quoi. Enfin, moi j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas de Mais fin, quoi. oui, 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 je suis assez d'accord avec ça. Il y a pas de ligne d'arrivée, hein. C'est une évolution qui est constante et qui est infinie, en Ouais. fait, hein. Et c'est vrai que Oui, c'est ce que ça. ça Mm. m'évoque aussi, là, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, ça doit créer aussi beaucoup d'empathie, quant aux émotions des autres, en fait. Ça doit aussi beaucoup aider de travailler comme tu le fais, sur, je parle pas forcément dans le cadre professionnel, mais dans le cadre personnel. Alors, bah, je sais pas si je pourrais dire ça parce que moi je suis un être humain comme tout le monde et sur le plan personnel, autant en cabinet j'arrive à avoir une posture qui est très posture maïeusthésique, si je peux dire ça. Dans la vie de tous les jours, quand j'essaie de prendre cette posture avec mes proches, ils ont du mal à. C'est pas toujours bien pris parce qu'ils peuvent se sentir. Ils disent mais non t'es pas ma thérapeute ou des choses comme ça, donc ils ont pas forcément envie de ça. Et quand je ne prends pas cette posture du coup et que bah c'est pas toujours évident. Non, enfin où j'aurais envie de dire oui sur certains postes ça m'aide et sur d'autres postes non. Enfin je sais pas Ce comment. que C'est un En peu fait, les deux quoi. C'est pas magique quand ouais, même. ce que je voulais exprimer, c'était pas tellement de prendre le rôle de thérapeute vis-à-vis de l'entourage, mais plutôt, cette au-delà même sans leur exprimer, mais d'avoir cette compréhension de ce qui peut les traverser, tu vois? Dans ce sens-là, je voulais dire. Oui, oui, mais je dirais que ce qui est difficile en fait, en fin de compte, c'est que effectivement j'ai une lecture des choses qui est au-delà de certains aspects, on va dire, et que je peux voir ou percevoir des trucs chez mes proches et je vais sentir peut-être les choses qui sont pas complètement. S'il me dit un truc mais que son non-verbal il me dit autre chose, bah en fait on capte qu'il y a une dissonance. Donc du coup, bah moi c'est un peu compliqué pour moi de dire ah mince là il est en train de dire un truc et en fait son corps est en train d'exprimer l'inverse. Donc enfin quand je vois des dissonances, du coup Mmh, je vais avoir tendance à dire ah mais non mais attention attention. mmh. Et ça du coup ça peut faire que c'est compliqué. Ouais, je comprends. Donc je pense que là j'en suis là aujourd'hui d'apprendre justement à, à peut-être mesurer ça, enfin voilà, à voir comment moi je peux me positionner aussi pour que ce soit moins désagréable pour moi et pour la personne aussi, Mmh. enfin pour les deux quoi. Parce que la personne quand on est là en train de lui dire ah mais tu peux faire ça, mais tu peux faire ça, bah en fait des fois elle a pas envie en Ouais, fait, elle a juste envie d'être accueillie ouais. donc. Ah, c'est intéressant. Et j'aurais une dernière question à te poser. Comment ce qui pourrait paraître être un échec, finalement, t'a mis sur la voie de la réussite? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie comme ça, où au moment où tu le vivais, tu avais l'impression que c'était un échec, et puis avec du recul, tu te rends compte que c'est grâce à ce soi-disant échec que finalement, tu as réussi quelque chose derrière? Alors bah là, dès que tu me dis ça, moi je pense à ma séparation du père. Enfin, je me suis séparée du père de mes 3 enfants et c'est vrai que cette séparation, elle a été compliquée, douloureuse, mais c'est aussi elle qui m'a permis de passer par toutes ces phases bah, je sais pas, de découverte intérieure euh, donc on pourrait voir ça comme un échec en se disant oh c'est la rupture de la famille et tout ça, mais en fait ça a été des processus qui moi m'ont énormément appris, par exemple sur la notion de distance, enfin la distance à avoir avec les autres, le fait qu'à certains moments bah relationner ça devient quand ça devient trop douloureux, bah peut-être qu'un peu d'espace c'est utile. Et là, quand je vois maintenant les relations que j'ai avec le père de mes enfants, c'est passé d'un truc colère, enfin voilà, où où là aujourd'hui c'est en train de complètement s'ouvrir. Enfin, il y a des choses qui s'ouvrent. Là, ça y est, le lien, la relation c'est complètement apaisé en fait. C'est Mmh. comme si ça se nettoie. Et euh, et je pense que donc là aujourd'hui, ouais, je me dis, bah, je sais pas si je serais là où, enfin, je sais pas si j'en serais là si j'avais pas vécu tout ça, quoi. Mmh. Très Donc oui, bien. mais je pense que chaque chose difficile à traverser est une opportunité de rajouter un petit quelque chose dans notre boîte à outils pour vivre la vie. Super, Mm, super. mm. Très bien, Ophélie. Bah, avec quoi tu voudrais conclure cette interview?
Qu'est-ce qui Et ben j'aurais envie de dire aux gens, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos émotions, apprenez à relationner avec elles et ça va vous faire vous découvrir et franchement c'est beau quoi. Enfin moi je vois des belles choses tout le temps en séance ou même en dehors des séances et tout ça, mais vraiment les émotions c'est quand même un bel outil pour apprendre à se rencontrer. Très bien, bah, merci beaucoup Ophélie, vraiment c'était très intéressant. J'en ai appris, beaucoup, ça me donne aussi des clés. Toujours dans cette optique d'évoluer et de progresser hein, pour soi-même et puis bah, quand on accompagne les autres aussi. Donc je trouve ça très très intéressant cette découverte. Donc Ophélie, bah, vous pouvez Bah merci. retrouver. Alors merci, ouais, merci Ophélie. Je voulais juste te dire merci aussi quand Ouais. même parce que moi j'ai jamais fait de voilà c'est la première fois qu'on m'interviewe là donc donc merci à toi pour ta proposition, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager tout ça. Finalement c'est des choses que je dis beaucoup avec mes patients mais là de pouvoir le dire comme ça peut-être et que ça soit diffusé c'est vrai que c'est ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager ce message là. Merci d'avoir Donc accepté en merci à tout toi cas, Lauriane. merci beaucoup. Et donc vous pouvez retrouver Ophélie sur son site internet où vous aurez tous les détails, son parcours et puis ce qu'elle propose. Et son site internet c'est ophélie-maïesthésie.fr et alors ça s'écrit O-F-E-E-L-I-E tiré du 6 M-A-I-E-U-S-T-H-E sie.fr. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Non, c'est Et ça, de c'est toute ça. façon, je vais vous mettre les coordonnées du site d'Ophélie dans la description de ce podcast. Donc c'était un épisode de la magie de l'âme et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un honneur que vous nous écoutiez et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné un meilleur, des pistes en tout cas pour être davantage en contact et dans l'acceptation de vos émotions. Ou comme le dit si bien Ophélie, des couleurs de toutes les couleurs de la vie. J'aime beaucoup ça. Je vais garder ça, je pense, les couleurs de la vie. Eh bien, à bientôt, Ophélie. Merci beaucoup. Merci À encore. bientôt. Merci, au revoir. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.